Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Facebook sur les effets du Covid-19 sur le marché de l'immobilier et son financement pendant et après le confinement. Merci à Cédric Lepalec, indépendant au sein du réseau Elista, de nous accompagner et nous apporter son expertise. Salut Cédric, comment vas-tu? Salut Arthur, bonjour tout le monde, bonjour à tous les participants, ça va très bien, merci, Donc malgré là, tout ce qui se passe en ce moment. tu as réussi à nous rejoindre là cette Ça fois? y est, ça marche, Voilà, ça avec un peu fonctionne, de persévérance. Donc je vais te laisser te présenter, vas-y, je t'en prie. Ouais, donc merci pour l'invitation déjà d'Arrêt Pierre Immobilier. Donc pour ma part, je suis donc courtier au sein du réseau Lista depuis 3 ans maintenant et gérant de l'agence Bord de Sèvres à Rezé. Le réseau Lista, c'est quoi? C'est 10 années d'expérience, c'est 18 courtiers indépendants sur l'Ouest et sur un secteur qui s'étend de Redon à La Rochelle en passant par Vannes, mais avec quand même un gros de l'équipe sur Nantes Métropole. Super. Alors, moi, donc, je suis l'associé gérant du cabinet Art et Pierre Immobilier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, cabinet nantais et Orvaltais. On a deux agences, une agence à Orvaux et une agence dans le centre-ville de Nantes, rue de la Bastille. On est présent sur tout Nantes, première et deuxième couronne globalement. Voilà, on est présent sur les métiers de la transaction, de la location et de la gestion. Alors, pour ce live, le déroulé va être le suivant. On va parler du marché et de son financement avant cette crise, avant le confinement, bien évidemment, du marché et de son financement, du marché immobilier, bien évidemment, pendant le confinement, la période que nous vivons actuellement, et le marché et son financement après le confinement. Alors, vous pourrez poser toutes vos questions en direct via le chat. Nous y répondrons à la fin du live. On répondra de nouveau aux questions qui ont été posées sur le live où Cédric n'a pas pu nous rejoindre. Encore une fois, bon, ça fait partie des aléas du direct. C'est pas grave et ça permet justement Mais à coup de pas. de refaire. Non, il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer, l'état du marché avant ce confinement. Alors, on va de toute façon, pendant tout ce live, se concentrer uniquement sur Nantes et sa région. C'est vraiment le domaine sur lequel on intervient, que ce soit aussi bien le cabinet Arrêt Pierre Immobilier que le cabinet Elista. On ne va pas parler de toute la France. Restons modestes. Donc, ces dernières années, on a connu un marché record en termes de nombre de transactions. Je parle de 2017, 2018, 2019. On a passé la barre du 1 million de transactions immobilières sur l'année. Et Nantes a été extrêmement dynamique de ce côté-là. Alors, au premier trimestre de l'année 2020, on était parti sur la même dynamique, relativement peu d'offres et par contre beaucoup de demandes, un prix de marché haut. Alors, quand je dis relativement peu d'offres, oui, c'est relatif, puisque pour battre des records de transactions, il faut forcément qu'il y ait quand même des vendeurs. Donc, les vendeurs sont quand même présents, mais on a un nombre d'acquéreurs qui est supérieur, donc un marché très dynamique. Alors, au point de vue du financement de ce marché, Cédric, avant le confinement, je vais te laisser en parler. Eh bien, écoute, on est un peu sur la même tendance, un volume d'encours de prêt qui est toujours plus important, mais qui est finalement en fait proportionnel au marché de la transaction. On a un volume expliqué également par une politique de soutien plutôt accommodante de la part de la Banque centrale européenne, parce que c'est elle qui régule le marché finalement. Et puis on a une vraie aubaine du coup pour tous les acteurs, que ce soit les banques d'un côté, parce que le prêt immobilier pour elles c'est un véritable produit d'appel. Ça leur permet de capter de nouveaux clients et à défaut de trop marger sur ce domaine, ça permet de générer des plus-values sur tout ce qui est tous les à côté. Les fameuses contreparties dont on parle souvent sur les emprunts. Donc on parle de comptes bancaires, de leurs équipements, de l'épargne transférée, des assurances que pourraient souscrire les nouveaux clients. Et puis du côté des emprunteurs également, c'était une aubaine cette baisse parce que un taux bas a forcément un impact sur leur pouvoir d'achat. À mensualité et durée équivalente, forcément le montant de l'enveloppe est plus intéressant pour eux. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée également du volume, ce volume a dépassé les 1000 milliards d'euros d'encours en 2019. Alors, ça paraît être une somme un peu stratosphérique, et ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ce qu'il faut, alors pour comparaison, j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressé, il faut savoir que ça représente quand même la moitié de la dette publique française. Voilà, ça peut peut-être parler un peu plus de monde quand on traduit les choses comme ça. Si on résume, les Français doivent 1000 milliards d'euros aux banques pour leurs encours, leurs emprunts immobiliers. C'est quand même une jolie somme, mais globalement, sur le financement du marché avant cette crise sanitaire, on était sur un financement plutôt fluide. Voilà, plutôt souple. Plutôt souple. Le marché a été favorisé depuis quelques années, depuis 3 à 5 ans, on va dire. On observe surtout des critères d'octroi des banques. Donc ça, c'est ce que va regarder la banque pour
pour vous suivre sur un financement ou pas d'ailleurs. On va parler du coup de 33% d'endettement, on va parler d'apport, d'épargne, enfin voilà, tous ces critères qui sont normalement ce que va regarder la banque, pardon. Et c'est vrai que ça a été plus souple dans le sens où la barrière des 33% d'endettement, de taux d'effort, hein, comme on dit, a souvent été dépassée. Voilà. Sur des ménages, sur des couples, c'est vrai que Nantes a tendance à avoir une population quand même un peu aisée dans le centre-ville, je veux dire. Et c'est vrai qu'on avait tendance à regarder plus le critère de reste à vivre que d'endettement. Et on pouvait monter des fois sur du 35, 38, voire même du 40% quand il y avait déjà des investissements locatifs, par exemple, en place. Donc, si on avait des bons revenus, on pouvait monter. Si on avait un peu d'épargne, ça pouvait Exactement. aider. Globalement, les banques avaient ouvert les robinets. Exactement. Elles avaient réinterprété, si tu veux, les notions d'endettement. Alors, et ça n'a pas pourtant freiné le marché parce qu'il y a quand même l'État qui a mis son nez dedans, hein, via le Haut Conseil de stabilité financière, qui a tout simplement publié des recommandations en début d'année pour que les banques freinent un petit peu cet engouement pour le prêt immobilier. Mais toutes les banques n'ont pas forcément répondu à ces recommandations. Donc, c'était justement d'avoir un apport minimum pour les frais, donc frais de notaire et frais d'agence le cas échéant, et de respecter cette règle des 33%. OK. Alors, l'état du marché pendant le confinement, alors il faut savoir que, bon, évidemment, depuis la mi-mars, on a eu un coup d'arrêt brutal, très brutal, sur le marché de l'immobilier, sur toute l'économie, évidemment. Alors, on va s'intéresser évidemment au marché de l'immobilier. Plus de visites, plus d'entrée de mandat, plus vraiment de signatures. Alors, il y a des mesures palliatives qui ont été mises en place pour limiter cet impact. La visite virtuelle 360, l'estimation via des vidéos, les signatures à distance. Alors, il ne faut pas se leurrer, toutes ces mesures palliatives ont eu un impact limité, puisque le gros du marché a quand même été à l'arrêt. Alors, il y a quelques signatures d'actes et de compromis qui ont pu avoir lieu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus des problèmes évidents qui sont liés au confinement pour la signature, tout ce qui était physique, en fait, n'a pas pu suivre. Donc, tout ce qui était déménagement, prise de possession des nouveaux logements, que ce soit en location, que ce soit en achat, ou encore les achats en cascade, tout ça a été bloqué. Donc, on a plutôt un marché qui s'est bloqué, même si quelques petites transactions ont eu lieu. Et vraiment, c'est ça, marché arrêté pendant le confinement, sauf ce qui était vraiment en cours et ce qui était possible physiquement de signer. Soit les biens étaient déjà vides, des choses comme ça. Cédric, toi, le financement durant ce confinement, ça a donné quoi? Ou ça donne quoi d'ailleurs? On est dedans. Parce qu'on y est encore, effectivement. Eh bien, écoute, moi déjà, pour commencer là sur ce point, je tenais à saluer le travail effectué par les banques. Et nous sommes assez unanimes au sein du réseau Lista sur ce point parce qu'elles ont su prendre tous les dossiers qui avaient été envoyés, qui étaient en cours ou qui étaient envoyés tout juste au début de ce confinement. Elles ont su les prendre en charge et les finaliser. Alors, ça peut paraître se dire, bon, elles ont simplement fait leur boulot, mais non, parce que il faut savoir qu'elles ont des obligations quand même légales, notamment pour les banques qui ont accepté des dossiers de prospects. Il y a une obligation au moment de rencontrer une première fois son client pour avoir un minima entre les mains les documents tels que la pièce d'identité, le justificatif de domicile et de revenus, les originaux. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché juste avant. Donc voilà, donc elles ont quand même assuré à ce point-là. Entre-temps, on a plutôt eu une fermeture du marché, hein, ça s'est rapidement fermé, l'accès aux nouveaux dossiers. Je pense que voilà, ce changement de process a nécessité aussi plus de temps sur les dossiers pour la mise en place. Donc, elles ont rapidement fermé les vannes quand même. Et c'est voilà, une situation qui commence à se réouvrir depuis une quinzaine de jours. On commence à avoir une nouvelle ouverture de la part des banques. Nous, la sensation qu'on a eue, je confirme, la sensation qu'on a eue chez Arrêt Pierre Immobilier, clairement, c'est que les banques n'ont pas stoppé le financement. Elles accompagnent leurs clients, alors tous les dossiers qui étaient en cours. Et encore une fois, c'est pour ça que quand je disais ce qui a bloqué, c'est souvent le physique. On a plusieurs clients où en fait tout est prêt. Il ne reste plus qu'à déménager. Et voilà. Donc, on va passer donc au post-confinement, ce qui intéresse pas mal de gens et ce sujet sur lequel on a reçu tant de questions. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le gros des signatures va avoir lieu. Comme Cédric vient de nous l'indiquer, les banques, elles ont fait leur travail, donc tout est prêt. Donc, les 6 semaines d'arrêt qu'on a eues, des gens vont vouloir signer assez rapidement. Pardon. Le physique va reprendre. Là, les gens vont pouvoir déménager, vont pouvoir prendre possession du coup des nouveaux biens et de leur nouveau logement. D'ailleurs, un petit conseil en aparté, si vous êtes dans ce cas-là,
posez rapidement votre date, essayez de prendre contact avec votre agent immobilier, avec votre notaire. Il risque d'y avoir un embouteillage. Beaucoup de signatures vont se faire par procuration, ça c'est sûr, parce que les notaires, ils vont pas pouvoir recevoir tout le monde le 11, 12, 13 mai. Il va falloir qu'ils signent aussi par procuration des choses comme ça. D'ailleurs, Cédric, petite question comme ça, est-ce que les banques elles vont pouvoir suivre au niveau du financement là, sur ce qui va signer dans les premiers jours, semaines du post-confinement? Oui, je pense. Alors, on n'est pas dans les petits papiers non plus, mais on est régulièrement à Elista en communication avec elles pour se tenir un petit peu informés. Et elles communiquent d'elles-mêmes également, les banques. Par contre, aujourd'hui, le problème pour les nouveaux financements qui vont être demandés, c'est que la réouverture des vannes, comme je le disais à l'instant, va s'accompagner en fait d'une hausse de taux. Voilà, une hausse de taux qu'on nous annonce de l'ordre de 0,20 à 0,80% en fonction de la durée d'emprunt et des établissements, bien entendu. Voilà ce qu'on risque d'avoir. D'accord. Nous, sur la partie vraiment état du marché, bon, clairement, il va manquer des biens sur le marché. Il n'y a quasiment eu aucune rentrée de nouveaux biens pendant le confinement. On avait déjà un marché qui était tendu avant. On risque d'avoir un marché assez tendu après, même si, comme on l'a vu, il n'y a pas forcément eu de sortie pendant le confinement. Donc, on retrouve un marché quasi là. Le constat qu'on peut faire, c'est que les acquéreurs, eux, sont toujours présents. Même si certains vont reporter leur projet, évidemment, la plupart sont présents, nous appellent, nous demandent quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre les visites, ne nous oubliez pas, notre dossier, etc. etc. Donc, vraisemblablement, en termes de marché immobilier, on ne devrait pas avoir une baisse, bien au contraire, puisque les vendeurs risquent de rester discrets sur les premières semaines. Par contre, après, voilà, les acquéreurs étant toujours là, on pense que voilà, on ne va pas avoir une baisse des prix de l'immobilier, bien au contraire. Alors, tu nous parlais éventuellement d'une hausse, une petite hausse des taux d'intérêt. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en effet, s'il y a une hausse des taux d'intérêt, ça risque d'avoir un petit impact sur le marché. Alors, puisque une grande partie de la hausse du marché de l'immobilier est due à la baisse des taux d'intérêt. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, forcément, si ça augmente, alors si ça augmente de manière modérée, ça aura un impact très modéré. Si ça augmente de manière assez forte, voilà. Donc, et puis, il faut savoir aussi, Arthur, je me permets de revenir là-dessus, c'est qu'on n'est pas sur une hausse structurelle. Je vous parlais tout à l'heure du régulateur du marché qui est la Banque Centrale Européenne. Là, aujourd'hui, ce n'est pas elle qui invite les banques à augmenter. Donc, on est plutôt, je dirais, sur peut-être une compensation d'éventuelles pertes, comme beaucoup d'entreprises. La banque a besoin aussi de générer un chiffre d'affaires, du résultat. Donc, je pense que c'est plus peut-être pour compenser les marges et peut-être aussi pour se dire de rattraper un peu le marché parce qu'on a peut-être de la peine à le croire, mais les banques ne gagnent pas d'argent ou très peu d'argent sur un prêt immobilier. La rentabilité d'un prêt est calculée sur une durée de 5 à 7 ans parce que voilà, tu dois le remarquer aussi, des clients que tu as financés, auxquels tu as vendu, je veux dire, un bien il y a quelques années reviennent vers toi en disant finalement on veut revendre, on veut aller ailleurs ou on veut plus grand. Donc c'est aussi vrai sur le prêt immobilier finalement. Et ce sont d'ailleurs des clients fort sympathiques que nous remercions. Oui, surtout quand ils nous rappellent tous les deux. Ah, évidemment. Donc voilà, je pense aussi qu'elles ont conscience que le jeu de la concurrence n'est plus là du fait du confinement, les gens ne peuvent plus se déplacer. Donc forcément, si on a un besoin immédiat d'emprunt, on se dirige forcément vers son partenaire historique. Donc voilà, ce qui explique aussi cette petite hausse du moment. Alors j'ai fait un petit exemple, Arthur, du coup, pour caractériser un petit peu cette hausse. En fouillant un petit peu sur Internet, j'ai remarqué, notamment par le biais de la Chambre des notaires, que le prix moyen d'une maison était de 307 000 € sur notre métropole. D'accord. À notre niveau, nous, les montants observés d'emprunt, alors je vais parler de primo-accédants principalement, sont à peu près de 250 000 € sur une durée de 25 ans. Voilà, c'est à peu près ce qu'on observe sur le marché. Avant confinement, sur cette durée, on pouvait prétendre sur un emprunt d'un taux à peu près aux environs d'un 25. Voilà. Pour monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, on sera plutôt sur du 1,60, 1,65. Donc, voilà. Globalement, une hausse de quoi? 0,4, 0,5 quoi. Voilà, alors ça c'est à notre niveau parce que voilà, on arrive toujours à essayer de resserrer aussi les taux. C'est l'avantage aussi d'être un réseau bien implanté sur le secteur. C'est que voilà, on échange régulièrement entre nous et on sait aussi ce à quoi on peut prétendre. Mais mine de rien, alors ça peut paraître mince, 0,4% de plus sur cet exemple, mais ça, sur cet emprunt de 250 000 €, ça représente quand même 50 € de plus par mois de mensualité, hors assurance pour le coup. Et sur la durée totale de 25 ans, on est sur 14 000 € d'intérêt en plus.
Donc, ce qui n'est pas neutre quand même. Donc, sur la même somme, sur l'emprunt moyen, 14 000 € de plus à rembourser. Alors, ça peut aussi être 14 000 € de moins en budget, en fait. Ça peut aussi se traduire comme ça, effectivement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on en parlait, mais il faut bien comprendre que les taux d'intérêt ont un impact direct sur le marché. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les taux d'intérêt, globalement, touchent tout le monde. Donc, ce n'est pas une personne en particulier qui va avoir un budget moindre, c'est l'ensemble du marché qui va avoir un effet moindre. Donc, l'ensemble du marché fera baisser le marché. Alors, évidemment, de manière limitée, tant que les hausses sont limitées, l'impact reste très limité. Alors, on a pas mal de questions sur le marché du neuf. Alors, sur le marché du neuf, le sujet est vaste. On fera un live dédié au marché du neuf dans les prochains jours, semaines, pour voir tout ça. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne le marché de la location, parce que vous nous posez également la question. Pour le marché de la location, globalement, ça va rester tendu. On a interrogé notre service location de gestion. La demande des 6 dernières semaines n'a pas pu être satisfaite. On va vraiment avoir de nombreuses opérations qui vont être liées à la location sur les semaines de déconfinement. Les gens qui avaient déjà donné leur préavis, qui devaient partir pendant cette période de confinement, qui du coup n'ont pas pu quitter leur logement, des gens les gens qui devaient arriver dans ces logements, voilà, plus toutes les personnes qui n'ont pas pu trouver un logement alors qu'ils avaient des besoins pendant ces 6 semaines d'arrêt. On va avoir un nombre d'opérations important. On a également eu énormément de demandes d'investissement durant le confinement. La plupart des gens ont subi une baisse de revenus qui se traduit de 6 à 30% en fonction des gens et des catégories sociales. Ces personnes ont bien compris que l'immobilier restait un moyen à peu près sûr d'assurer ses revenus. Il faut savoir que nous, sur l'ensemble de notre portefeuille de gestion, pour l'instant, nous n'avons eu aucun loyer non versé pour cause de Covid-19. Donc, les revenus des propriétaires ont été assurés. Donc ça, les gens l'ont bien compris et sont à la recherche aussi d'investissements de ce type pour maintenir, si ça se reproduit des choses comme ça, maintenir leurs revenus. C'est important sur le financement de ces investissements-là. Les banques les financent bien encore? Oui, toujours. Après, c'est pareil, quand je te parlais tout à l'heure du Haut Conseil de stabilité financière, un des points abordés également, on t'entend moins bien, Cédric. Excuse-moi, tu m'entends là? Ouais. Oui, voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, je te parlais en tout début d'entretien de la haute autorité de stabilité financière qui avait recommandé aux banques d'être un peu plus prudentes sur leurs critères d'octroi de prêts. Il y avait également un point concernant du coup le financement du locatif, à savoir qu'il y a différentes façons de calculer un taux d'endettement et que les banques avaient tendance à prendre celui qui était plus favorable justement pour les emprunteurs. Ouais. Voilà, avec un système de loyer décaissé. Alors, sans rentrer dans le détail, mais si vous êtes curieux un petit peu, on pourra effectivement échanger, alors soit en privé, soit en réponse par la suite. Il ne faut pas hésiter à contacter faut surtout pas Cédric ou moi directement après le live, par mail, Facebook. On est à votre disposition. C'est aussi, on ne peut pas forcément rentrer dans tous les détails de vos questions qui ont été nombreuses et qui le sont encore dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, on se recontacte sans souci après. Voilà, donc voilà. Là, pour le coup, c'est vrai que sur ce niveau-là, c'est une situation un peu inédite. Donc, je ne peux pas être complètement affirmatif non plus. On est plutôt en position attentiste au niveau du réseau Elista également pour voir un peu comment tout ça va évoluer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est toujours là pour accompagner au mieux nos clients et défendre au mieux leurs intérêts. D'accord, bon, ça c'est… Merci à vous. Alors, la question qui est une des questions principales qui nous a été posée, la reprise du marché, va-t-il y avoir une crise de l'immobilier? Alors, on en a parlé tout au long de ce live, pas de rupture de financement, ça je pense que c'est important. Petite hausse, éventuellement des taux, mais hausse qui n'est pas forcément pérenne non plus. Non, on a tendance à croire, alors après ça c'est nos croyances, mais que le marché va se rééquilibrer d'elle-même, sauf si… on en a parlé un peu plus tôt également, c'est que sauf si on passe d'une crise sanitaire à une crise systémique, mais si ça n'est pas le cas, comme je vous le disais, ce n'est pas une hausse structurelle, donc c'est un moment quand le déconfinement sera complètement acté, le jeu de l'offre et de la demande entre banques va revenir à la charge, va reprendre sa place. Et il faut savoir aussi que les établissements bancaires vont relancer un petit peu aussi vont préparer plutôt la nouvelle année 2021. Parce que je pense que là-dessus, tu vas me confirmer, Arthur, mais un dossier moyen, c'est 3 mois entre le moment où on signe le compromis et l'acte.
C'est ça, c'est ça. Voilà, on est sur 3 mois, c'est la moyenne. Ça peut être un petit peu plus long parfois, plus court évidemment s'il n'y a pas de financement, mais globalement c'est 3 mois. Ouais, ouais. Voilà, et donc en fait, les banques le savent aussi, et bien souvent, quand il y a un trou comme ça dans le marché, elles ont tendance à réouvrir les vannes en septembre-octobre, sachant que tous les dossiers initiés à cette période, du coup, rentreront dans leur compteur pour l'année suivante. Donc voilà, D'accord. donc, si jamais il n'y a pas de crise structurelle ou autre, il y a de grandes chances que le marché reprenne avec des taux. Alors après, c'est pareil, je parle d'une hausse de taux, quand je vous parle de 1,25 sur 25 ans, on reste sur des taux bas, même 1,65, je veux dire, ça reste Extrêmement bas. historiquement. On est sur des taux qui sont extrêmement bas de toute façon aujourd'hui. Donc, le financement, pas de rupture de financement. La demande, Non, elle est toujours présente, ça, il n'y a pas de souci. Alors, il peut y avoir une petite appréhension avec la crise sanitaire qu'on vient de passer, mais globalement, on reste des gens hyper optimistes en fait. eh ben, je crois, hein. Eh ben, écoutez, je pense que ça résume bien ça. Vraisemblablement, donc pour répondre à cette question, vraisemblablement, il n'y aura pas de crise sur le marché immobilier en tout cas dans notre région, enfin, avec les informations qu'on a aujourd'hui, et à moins que ça se transforme. Ce qu'il ne faut pas oublier, hein, bon, c'est vrai que l'économie française, le PIB, a été quand même fortement impacté, hein, un peu plus, quasiment 6% sur le premier trimestre en rythme annuel. On prévoit 12 à 15% sur le deuxième trimestre, mais globalement, si à la sortie de crise, là, on reprend de manière le rythme relativement rapidement, il ne devrait pas y avoir de gros soucis. On sera moins touché que certains autres domaines. Hein. On pense à nos amis du tourisme, etc., qui eux vont peut-être avoir un petit peu plus de difficultés. Nous, c'est vrai que pour le moment, on n'anticipe pas, donc c'est vrai que le confirme, donc c'est quand même super, on n'anticipe pas de crise économique. Écoutez, on va passer un petit peu à vos questions également. On a plusieurs questions hein, qui ont eu lieu dans ce live et dans le précédent. On a Aurélien qui nous demande est-ce que les visites virtuelles marchent vraiment bien? Alors, les visites virtuelles, les visites 360, oui, ça marche bien, Aurélien, et les autres que ça peut intéresser. Euh, alors, le fait, c'est qu'il fallait qu'elles soient tournées, qu'elles aient été faites avant le confinement. Alors, nous, c'est un service qu'on propose gratuitement à nos clients, tous nos clients vendeurs. Donc, la plupart du temps, dans pas mal de cas, on les avait. Donc, ça, c'est pas un souci. Ça nous permet de présenter le bien à des clients, comme on travaille pas mal aussi en région parisienne, ça nous permet de présenter le bien à des clients qui sont un petit peu plus loin, faire une première visite. Là, pendant le confinement, on a vu toute l'utilité de la chose, puisque ça a permis à des clients de visiter les biens, à distance. Et évidemment, il y aura une visite réelle avant la signature des promesses, des compromis, des promesses ou des compromis. Mais globalement, ça a permis à des clients de s'engager. Hein. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, une visite 360, vous vous baladez dans le bien, que ce soit un appartement ou une maison, de manière totalement autonome. Et ça, c'est vrai que c'est très, très agréable. Alors, on a une autre question de François. Quel conseil sur les investissements à réaliser sur les quartiers nantais à potentiel? Alors ça, François, c'est une vaste question qui pourrait faire l'objet d'un live complet. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous recontacter pour qu'on puisse voir ça, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de quartiers à potentiel, il y a beaucoup d'investissements qui sont possibles et imaginables. Et, et notamment vis-à-vis de vous, quel investisseur vous êtes? Est-ce que vous voulez acheter dans le centre-ville quelque chose d'extrêmement bien placé? Est-ce que vous voulez acheter plutôt des choses à potentiel, des choses sur lesquelles il y a des travaux, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Aurélien, donc comme on a vu en début de live, notre cabinet intervient sur Nantes, première, deuxième couronne, et en région parisienne, Paris et sa région, qu'on a quelqu'un qui est détaché là-bas. Alors Val qui nous demande également comment vont évoluer les prix du marché. Alors encore une fois, hein, c'est ce que Cédric et moi nous expliquions. On n'est évidemment pas Madame Irma, on ne peut pas vraiment le savoir, mais je pense que tout ce qui a été dit, que ce soit en termes de financement, en termes de demande, tout ça devrait se rééquilibrer et on attend plus ou moins un marché entre guillemets à l'équilibre, hein, pas de grosses variations, puisque les taux, hein, c'est vrai que tu me corriges, mais vont augmenter de manière relativement faible, si je comprends bien. Ce qui sera peut-être plus compliqué, c'est sur la partie primo-accédant. Parce que voilà, il y a beaucoup aujourd'hui de dossiers qui passent sans apport et sans forcément énormément d'épargne. Mais on est toujours à la limite des 30-33%. Donc, puis les banques sont plutôt, voilà, comme je disais, plutôt souples sur l'octroi des crédits. Aujourd'hui, je pense que ça va être un des faits les plus marquants. Ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'elles vont commencer à répondre aux recommandations de l'État. Et je pense qu'elles vont regarder surtout, pour ceux qui n'ont pas d'apport, est-ce que l'épargne est quand même là?
Est-ce que ça s'explique? Parce qu'aujourd'hui, D'accord. beaucoup de gens aussi préfèrent ne pas financer, enfin, se faire plutôt financer la totalité du projet et garder leur épargne pour d'autres types de Voilà, mais projets. la demande reste très soutenue, hein. Enfin, vraiment, nous c'est vraiment Oui. un constat qu'on a fait. Demande très soutenue, demande de renseignements, demande d'informations très soutenue de la part des clients. Donc, globalement, à un moment donné, je vous parlais un petit peu de un peu moins d'offres et peut-être toujours autant de demandes. Donc, au final, tout ce jeu risque de se rééquilibrer assez rapidement, hein. Nous, au cabinet Arrêtière Immobilier, alors on est des grands optimistes, comme on a vu, mais on prévoit un retour plus ou moins à la normale en septembre. Exactement, avec un marché qui redevient fluide, puisque évidemment, bon, le train économique français va mettre un petit peu de temps à redémarrer, hein. Il roulait rapidement, il s'est arrêté brusquement, mais il faut qu'il redémarre, Mais globalement, on pense que tout ça va reprendre, et évidemment dès le déconfinement, tranquillement, et puis en septembre sur une marche plus classique. Donc voilà pour les questions. Merci à toi, Cédric. Merci à toi, Arthur, de m'avoir invité. Et ben, pas de souci, merci d'être venu. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous tous d'avoir suivi en direct. Et évidemment, on vous met la petite vidéo. Pour que vous puissiez suivre tout ça. On reste à votre entière disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter donc Cédric Lepalec du réseau Elista, moi-même du cabinet Arrêtière Immobilier, toutes les équipes des cabinets restent à votre disposition. Et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Cédric. Merci à toi. Bye. Au revoir, Arthur.